Dans le courant de l'année 1980, une éducatrice aux tutelles de l'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales, Noël de Champeau, alarmée par des situations de femmes qu'elle rencontrait, décide de réfléchir sur ce sujet avec quelques personnes de son entourage qui, par leur activité professionnelle ou associative, peuvent être sensibilisées à cette question. C'est ainsi qu'ayant eu l'occasion de nous rencontrer dans le cadre de mon travail, Noël de Champeau m'a sollicité pour m'associer à cette réflexion. Dès le mois de juillet 1980, s'est ainsi constitué un petit groupe de réflexion composé de 8 à 10 personnes, des personnels de l'UDAF, éducatrices, enseignantes, infirmières, bénévoles d'associations. Temporairement, nous nous constituons en commission de travail de l'UDAF, qui, pendant les premières années, nous apportera une aide précieuse, notamment sur le plan logistique. Mettant à profit mes relations professionnelles, j'avais pris contact avec la directrice de la DAS, Mademoiselle Dabert à l'époque, en lui faisant part de notre réflexion. Or, il se trouvait que notre projet concordait avec celui auquel réfléchissaient à cette époque les personnels de la DAS, à savoir une ouverture de la maison maternelle vers un accueil de femmes en difficulté. Dans un premier temps, la DAS souhaite connaître de façon un peu plus précise les besoins de ces femmes. Il est donc décidé de constituer un dossier répertoriant des situations représentatives, dossier devant ensuite être présenté par la DAS au Conseil général. Nous nous fixons alors de prendre contact avec un certain nombre d'associations ou personnes sensibilisées à ce problème. Les assistantes sociales ou les services sociaux, la Croix-Rouge, le Secours catholique, les aides familiales, qui s'appellent maintenant les travailleuses familiales, la gendarmerie, les commissariats de police, les bureaux d'aide sociale des mairies, actuellement CCAS, des médecins, etc. Et nous mettons au point une sorte de trame permettant un descriptif de chaque cas. Cette enquête, en quelque sorte, met en évidence les points suivants. La majorité des femmes en difficulté sont âgées de 20 à 40 ans. Leurs difficultés proviennent de plusieurs causes. Des changements de situation familiale, des problèmes de déficience au niveau du couple, des problèmes d'intégration ou d'isolement. Ces femmes se trouvent confrontées à de nombreux problèmes de ressources, de logement, de travail, de santé, éducation des enfants. Dans le même temps, nous prenons contact avec des structures ou associations d'autres départements accueillant des femmes en détresse. Nous avons ainsi contacté une structure à Toulouse, à Bourges, dans l'Allier, à Clermont-Ferrand aussi. Dès le début de l'année 91, il apparaît que le projet de nous constituer en association, association loi 1901, semble le plus approprié. Nous recevons dans cette perspective le soutien de nombreuses personnes, notamment du milieu juridique. Madame Lacroix, juge des enfants au tribunal, se propose de nous aider pour toutes les questions d'ordre juridique. Nous prenons également contact avec d'autres personnels du tribunal, le juge aux affaires matrimoniales qui s'appelle maintenant juge aux affaires familiales, le service éducatif justice, d'autres juristes ainsi que des avocats. Notamment, Maître Mazet nous apportera à plusieurs reprises de précieux conseils. Le 31 mars 1981, nous déposons les statuts de notre association. Aide aux femmes en difficulté. Cette dénomination à laquelle nous sommes résolus, faute de mieux, je dirais par défaut, a été longuement débattue au fil des ans. On n'a jamais réussi à en trouver de meilleur. Très rapidement, il apparaît que pour répondre à nos objectifs, plusieurs points doivent être envisagés de façon prioritaire. Tout d'abord, la nécessité d'une formation pour les bénévoles écoutantes. Deuxièmement, la recherche d'un local présentant des caractéristiques bien précises, c'est-à-dire 1 ou 2 pièces, en ville, dans un lieu le plus discret possible. Troisième point, le financement. Pour le local, la formation, l'information, parce qu'il importe de nous faire connaître, et pour cela, faire des demandes de subventions. En ce qui concerne le local, mettant une fois de plus à profit mes contacts professionnels,
je propose d'interroger la PMI et surtout la mairie, propriétaire des lieux, au sujet de la petite maison abritant la consultation de nourrissons Place Chaméane, qui n'est utilisée que le mercredi après-midi. Nous recevons un accueil très favorable de mon chef de service, Madame Jacques, qui assure cette consultation, et bien entendu de la mairie. Je dois d'ailleurs souligner le soutien considérable de la mairie de Nevers depuis 3 décennies. Outre la mise à disposition de ce local, il a été régulièrement rénové, entretenu, chauffé, et en plus nous avons toujours eu une subvention tout à fait correcte. Après une réunion d'information publique le 17 novembre 1981, l'activité de la FED est lancée. D'autres bénévoles se joignent à nous, venant d'horizons très variés. Il y avait des personnes vraiment de métiers très très différents. Nous commençons très tôt, presque tout de suite, la formation. Tout le monde est convaincu qu'on ne peut pas, comme ça, s'improviser écoutant, devant des situations de femmes souvent très dégradées, très graves. Donc, cette formation commence avec d'abord une conseillère conjugale de couple et famille venant de Clermont-Ferrand, Christiane Laurence. Elle nous sera d'une aide précieuse, tant sur le plan de l'accueil et l'écoute que sur celui du fonctionnement de l'association. Elle nous mettra en garde contre des écueils et des dérives, notamment le point important qui est le changement de présidente, d'abord tous les ans, ensuite tous les 2 ans, afin que tous les membres de l'association soient impliqués. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis bénévole à la FED, donc l'association pour les femmes en difficulté. Donc la première fois que je suis arrivée à la FED, j'ai rencontré Claude Thierry, notre conseillère conjugale, qui m'a parlé de l'association et de sa spécificité, à savoir l'écoute. Alors il faut savoir que l'écoute dont il s'agit à la FED n'est pas une écoute au sens commun du terme. Donc il y a vraiment un apprentissage de l'écoute. C'est toute une formation, il y a des techniques d'apprentissage. Et d'ailleurs, la FED offre à chacune de ses nouvelles recrues bénévoles une formation à l'écoute, qui est obligatoire et qui est vraiment un gage de sérieux. Bonjour, je m'appelle Claude Thierry. Je suis conseillère conjugale et familiale dans l'association AFED, Aide aux femmes en difficulté. Donc en 1998, je suis retournée à l'école à l'âge de 45 ans. Et pendant 3 ans, je suis allée à Paris toutes les semaines, une fois par semaine, pour apprendre ce nouveau métier. Elle a soit ses permanences d'écoute, soit le service de conseil conjugal sur rendez-vous. Et je suis toujours très très touchée par ce que me disent les gens, par leur confiance qu'ils me font. Et je me dis, tant que je suis touchée, je continue. J'ai une approche un peu particulière parce que je ne suis pas arrivée ici comme écoutante. Je suis arrivée ici sollicitée par quelqu'un qui avait l'idée de créer le conseil conjugal et familial. Donc, comme j'étais titrée, que j'avais fait cette formation, voilà, je suis arrivée dans ce contexte-là. Et c'est donc moi qui ai mis ça en place ici, parallèlement aux écoutes. Ça a été un travail d'équipe. Il fallait absolument que ce soit coordonné avec l'écoute spontanée. Les femmes venaient ici et si elles exprimaient des problèmes plus particulièrement touchant leur couple, évidemment, mais dans une démarche qui semblait possible, on leur proposait de venir au conseil conjugal. Bonjour, je suis Marie-Hélène Ruth, je suis bénévole à la FED et j'ai été présidente pendant 6 ans. Donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressée et qui est très important pour moi, que les femmes puissent parler. Donc notre association fait de l'écoute, elle n'est pas dans le faire. Et qu'est-ce qu'écouter? Écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. Écouter, c'est commencer par se taire. Écouter, c'est refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils et même de vouloir le comprendre.
Écouter, ce n'est pas chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a lui-même les réponses à ses propres questions. Et en fin de compte, quand les femmes viennent ici, elles sont souvent détruites. Et l'important de l'écoute, c'est de les faire repartir et de leur faire voir qu'elles ont tout le potentiel pour réagir par rapport à leurs difficultés. J'ai suivi les formations comme toute bénévole et puis je me suis intégrée dans ce groupe qui m'a très bien accueillie, où j'avais aussi déjà des amis. Et à travers les formations que nous avions aussi dans le groupe, eh bien, j'ai peu à peu été apte à écouter des femmes et recevoir un petit peu tout ce qu'elles disaient. Et ce qui m'a paru très important, c'est vraiment là, j'ai découvert l'importance de l'écoute qui doit être active et qui doit être empathique par rapport à la personne que l'on reçoit. C'est cette écoute qui m'a paru très très importante et qui me paraît toujours très importante de développer vis-à-vis des femmes que l'on reçoit. Et c'est pour ça que je me suis engagée de nombreuses années, une quinzaine d'années à peu près, dans cette association. On peut parler de l'association en 1991, date à laquelle je suis arrivée dans cette association. Il n'y avait plus ni appartement, ni atelier de repassage, et les personnes venaient pour différentes raisons, soit parce qu'elles avaient besoin de renseignements administratifs, donc les questions étaient réglées, on leur donnait les renseignements que vous pouvez leur fournir, les adresses. Ou alors elles venaient parce qu'elles avaient besoin de parler. En fait, elles étaient en souffrance et elles avaient besoin de parler. Et donc là, on avait eu une formation à ce sujet-là, au sujet de l'écoute. Et notre rôle consistait à être accueillant physiquement. Donc on avait une salle qui était un petit peu isolée. On avait 2 pièces d'ailleurs. Et on essayait de mettre la personne à l'aise et de les accueillir avec une certaine compassion, parce que la souffrance n'est pas toujours facile à dire, donc il faut trouver quelqu'un qui puisse être accueillant. Donc c'était ça, souvent c'était ça. Moi personnellement, c'était ce qui me séduisait le plus, cette relation directe avec ces personnes, qui venaient d'ailleurs parfois avec leurs enfants, donc les petits qui faisaient un petit peu de bruit, mais on s'en arrangeait. Donc, comme on l'a déjà dit, nous sommes une association d'écoute, essentiellement, et il n'est pas facile d'être une écoutante. Ce n'est pas une attitude naturelle d'écouter les personnes, et France va peut-être justement nous parler de sa première expérience d'écoutante pour nous dire toute la difficulté. Oui, c'est vrai, la difficulté, elle est énorme. On a une grande appréhension, surtout que quand on va au stage d'écoute, c'est en théorie. Alors évidemment, sur le papier, c'est toujours mais quand on a la personne en face de soi, avec tous les problèmes que ça représente, et c'était très difficile parce qu'il y avait mon sentiment. Moi, j'avais le sentiment, j'étais pas l'écoutante, j'étais France, qui écoutait, qui percevait, alors que l'écoutante, c'est autre chose. Et je suis sortie de cette séance liquéfiée, je suis arrivée vers mes collègues en disant « Mon Dieu, que c'est dur, est-ce que je vais pouvoir continuer ?» J'ai un souvenir très particulier parce qu'un soir, il est arrivé une personne, un lundi soir, je m'en souviens encore, une personne que je ne connaissais pas, que j'ai reçue là, dans le petit bureau à côté, qui a commencé à me parler de son problème, qui était important, et je réalise que cette personne était ma voisine. Et je n'imaginais pas ce qui pouvait se passer. Alors là, j'ai fait un peu une bêtise, parce que normalement, j'aurais pas dû lui dire que j'étais sa voisine, mais j'étais tellement stupéfaite de tout ce qu'elle m'a raconté. Et donc, alors on a discuté et tout, mais en fait, elle était ma voisine, mais je ne la connaissais pas. J'ai au sein de mes amis, une amie très proche qui a perdu sa fille en 2004 suite à des violences conjugales. Son compagnon, qui la battait depuis quelques mois, l'a poignardée mortellement un week-end du mois d'août. Et on s'est sentis tellement démunis parce qu'on n'avait rien vu.
Et j'ai voulu aider mon amie. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et puis tout naturellement, je me suis renseignée, j'ai essayé. Et puis je bénéficie peut-être d'une certaine empathie déjà, parce que je fais du bénévolat depuis longtemps. Et c'était plutôt dans des associations qui aidaient matériellement ou alimentairement. Et je me suis vite rendu compte qu'il ne suffit pas d'employer pour employer une petite formule un peu familière de remplir les estomacs, qu'on a aussi besoin d'être entendu, d'avoir une écoute attentive. Donc je me suis tournée vers une association à l'écoute et j'ai trouvé à la FED ce qui me paraissait bien. Alors je voudrais faire passer 2 messages. Donc, un premier message pour les femmes qui viennent nous voir et qui subissent des violences conjugales, parce que même si elles ne représentent pas la totalité des cas, elles en représentent quand même la majorité. Alors je voudrais d'abord leur dire déjà qu'elles ne sont pas toutes seules, dans la mesure où il existe des associations qui sont là pour elles, et la FED en fait partie, donc l'association est là pour ces femmes, pour les aider. Je voudrais leur dire aussi qu'elles ne sont pas coupables, mais elles sont des victimes, tout simplement. Et qu'elles ne sont pas les seules à vivre ce qu'elles vivent dans leur foyer, puisque la violence conjugale est un phénomène de société qui touche toutes les catégories sociales, toutes les classes sociales et toutes les tranches d'âge. Je voudrais aussi m'adresser aux personnes qui ne connaissent pas ce phénomène et qui parfois ont des jugements, des a priori par rapport à la violence conjugale. Donc les femmes qui restent chez elles n'aiment pas se faire taper dessus, donc les choses sont beaucoup plus difficiles que ça, elles ne sont pas aussi simples. Il faut savoir que quand il y a des enfants, la décision de partir n'est pas facile à prendre. Généralement, c'est ce qui les retient d'ailleurs. Et puis il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une femme qui est victime de violences conjugales est constamment dénigrée. Donc elle est victime de violences à la fois physiques mais aussi psychologiques. Donc elle est constamment dénigrée, dévalorisée, elle a perdu confiance en elle. Elle est persuadée qu'elle ne peut pas vivre toute seule et s'occuper de ses enfants correctement. Et puis il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que l'homme qui est violent n'a pas toujours forcément été comme ça. Au départ, même certaines femmes disent qu'elles ont eu l'impression de rencontrer le prince charmant. Mais en fait, au fur et à mesure, elles vont commencer à vivre un enfer au quotidien. Parfois à partir de pas grand-chose finalement, un repas pas assez chaud, un coup de fil, une absence, n'importe quel prétexte est bon pour déclencher une violence au quotidien. Et c'est vrai que ces femmes se retrouvent enfermées dans une spirale de la violence, et puis à chaque fois c'est la même chose, crise de violence, l'homme demande pardon, promet de ne plus recommencer, et il recommence, et ça sera comme ça à chaque fois. Il faut savoir aussi que le souci pour ces femmes, c'est que la plupart du temps, cet homme donne à la famille et aux amis le visage de quelqu'un finalement de très affable, de très social. Et donc si la femme se confie à sa famille ou à ses amis, ils ne vont pas comprendre. Ils vont lui dire, mais écoute, tu as de la chance, tu as un homme qui est très attentionné, tu exagères. Donc dans le meilleur des cas, soit elle exagère, dans le pire des cas, elle est affabulatrice. Donc c'est très difficile en fait pour ces femmes de prendre la décision de partir et après par la suite de se reconstruire. Que pouvoir mettre des mots sur cette violence au quotidien, que ce soit des injures, que ce soit des mots blessants, que ce soit le fait d'être enfermée chez elles, d'être victime de violences physiques par rapport à leur conjoint. Et bien par rapport à ça, il fallait qu'elles puissent avancer et puis reconnaître qu'elles étaient dans cette situation de victime, parce qu'en général elles ne disent jamais, c'est un peu de leur faute, si elles subissent ceci, cela. Et c'était notre cheminement de les accompagner pour se sentir, pour être reconnues comme victimes. Et je pense que dire des mots, c'est déjà pu être seul par rapport à ces violences. Et donc ça me semblait très important et cette écoute me paraît indispensable. C'est à mon avis la première pierre pour pouvoir après continuer à cheminer et pouvoir se restructurer.
Moi, ce qui m'a quand même surprise, c'est ce qui se passe après, c'est-à-dire la rencontre des gens à l'extérieur qui sont venus il y a quelques mois, ou même quelques années. Je vais parler de quelques années puisque on est en pleine période de vœux. Et là, nous avons encore reçu les vœux cette année d'une personne qui est venue il y a au moins 5 ou 6 ans, qui envoie toujours les vœux, qui nous donne de ses nouvelles et qui nous gratifie et qui nous honore en nous disant que sans nous, ça ne serait peut-être pas sorti et qu'elle pense vraiment à la fête. Et ça, c'est super pour nous parce que ça veut dire qu'on existe, ça veut dire qu'on a fait des choses qui portent et c'est tant mieux et il faut que ça continue. Et moi j'ai encore un autre exemple qui est récent, c'est au colloque pour la violence des femmes qui s'est passé au mois de novembre au Palais Ducal. Une personne que j'avais suivie, qui est venue me voir 3 fois. Évidemment, je n'ai pas eu de contact à l'extérieur puisque c'est anonyme, mais cette personne est venue assister à ce colloque et a demandé à me rencontrer. Tout de suite, je lui ai demandé comment elle allait et elle me dit mieux, mais c'est dur. Mais déjà, rien que le mieux, et le fait qu'elle soit là et qu'elle continue à s'occuper même des autres, elle m'a même dit « Mais si vous avez besoin de moi, je peux même vous aider ». J'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça voulait dire qu'elle allait vraiment mieux. Dans sa tête et dans son être, elle allait vraiment mieux et qu'elle avait envie de communiquer aux autres ce que peut-être nous, on lui avait donné quelque part. J'ai fait ma première permanence le 18 mars, j'ai retrouvé ça dans les archives, dans les cahiers. Et je me souviens que j'avais eu beaucoup d'émotions à décrocher la première fois le téléphone. Oui, allô, le FED, bonjour. Association pour les femmes en difficulté, bonjour. Association AFED, bonjour. AFED, bonjour. Très rapidement, il s'avère que le problème principal qui se pose face aux situations de femmes accueillies, notamment victimes de violences, est celui du logement. Dans un premier temps, nous essayons de résoudre ce problème de l'hébergement d'urgence par des nuits d'hôtel, mais c'est très onéreux, l'accueil dans des structures religieuses, Saint-Gildard, des petites congrégations. Mais cela n'est pas satisfaisant. Devant l'importance de ce problème, nous décidons de constituer avec d'autres associations, l'ANAR, le Secours catholique et d'autres associations, j'ai un peu oublié le nom, une fédération dont le but est de mettre en place à Nevers une structure d'accueil et d'hébergement d'urgence. Ce sera Regain, qui verra le jour en 1985. D'ici là, nous devons trouver une solution et l'idée de louer un appartement dans un lieu discret se fait jour. Dès le mois de juin 1983, nous commençons à aménager un petit 2 pièces que nous meublons sommairement. Nous y hébergeons des femmes en situation de crise, avec ou sans enfants. La procédure d'accueil et d'hébergement est rédigée avec beaucoup de soin et plusieurs bénévoles assurent l'accompagnement de ces personnes. Au fil des mois, il s'avérera que cela est de plus en plus lourd. Il s'agit d'assurer non seulement le toit, mais aussi la nourriture, l'entretien du linge et, bien sûr, l'accompagnement de ces femmes. Je vais peut-être laisser d'autres bénévoles qui se sont beaucoup occupés de cet appartement en parler de façon un peu plus précise. Je suis occupée de l'appartement où nous hébergions des personnes en difficulté, en détresse, qui voulaient fuir le milieu familial. Donc
ce sont des familles, quelquefois il y avait une femme avec des enfants qu'on hébergeait dans un lieu tenu secret pour qu'elles ne puissent pas être rejointes par leur conjoint. Et tous les jours, nous allions les voir pour assurer de l'écoute avant tout, et aussi la nourriture, le linge, et tout ce dont les personnes avaient besoin. Donc ça a fonctionné pendant plusieurs années, jusqu'à l'époque où Nièvre Regain a pris le relais, et donc notre appartement n'avait plus lieu d'être. Pour l'anecdote, il nous arrivait quand même quelques fois ou de retrouver le mari, parce que la femme avait téléphoné, ou l'appartement était vide parce que la femme était repartie. Le problème, c'est que les hébergements deviennent de plus en plus longs, et la création en 86 de Nièvre Regain nous permettra de mettre un terme à cette expérience, qui durera quand même encore quelques années, puisque le bail de cet appartement est résilié en 1991. Voilà, je peux ajouter aussi que dans le courant de 1985, il s'est passé beaucoup de choses en France et dans la Nièvre en particulier. Il y a eu la création à Nevers d'une antenne du CIDF, Centre d'information du droit des femmes, et puis de la mission locale, qui vont apporter autant de réponses aux problèmes qui se posent à ces femmes et vont permettre de nous recentrer plus spécifiquement sur l'écoute. En 86, il y a eu aussi l'arrivée comme bénévole écoutante de Françoise Boulmer, psychologue, conseillère conjugale, thérapeute de couple, à l'Association française des centres de conseils conjugaux, la FCCC. Une bénévole se forme au conseil conjugal, et jusqu'en 92, elle assurera des consultations de conseil conjugal qui seront reprises ensuite par Françoise Boulmer. J'ai contacté la FED dans les années 97, je pense, qui n'était pas encore tout à fait prête à réfléchir à quelque chose de beaucoup plus solennel, je dirais. Donc, d'autant plus que de rendre des comptes directement au ministère, ça demandait une lourdeur administrative qui effrayait un peu les bénévoles. Donc chaque année, j'étais relancée, et chaque année, je relançais la FED pour que la réflexion avance. Et de ce fait, on est arrivé à mettre en place une convention le 27/12/2002 qui, d'une part, permettait à la FED d'être connue au niveau national, et d'autre part d'être destinataire d'un minimum de subventions dont les taux étaient déterminés au niveau national. Les anciennes bénévoles ont très bien parlé de la FED, de la création, de l'association, tout ce qui s'est passé pendant ces premières années. Mais je pense que maintenant, on pourrait plutôt axer sur ce qui se passe dans le présent et surtout l'avenir. Alors je pense que ce film peut être porteur pour l'avenir. Qu'en penses-tu ? Oui, je pense qu'il peut être porteur pour l'avenir, parce qu'on a quand même un souci, on ne touche pas autant de personnes qu'on voudrait toucher. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. On a à peu près 80 personnes par an, on touche uniquement pour la fête, je ne parle pas du conseil conjugal et familial. On a à peu près 80 personnes qui viennent nous voir, mais par rapport aux besoins et par rapport à ce qu'on peut entendre tout autour de nous, c'est sûr qu'il y a un besoin qui se fait sentir et qu'on ne touche pas assez de personnes. Il n'y a pas assez de personnes qui savent qu'elles peuvent s'adresser à nous. Voilà, mais ce film justement, il représente la porte ouverte. Je pense que toutes les personnes qui vont le voir, c'est le symbole, notre porte qui doit être ouverte à toutes ces femmes. J'aimerais citer Sénèque. Sénèque qui nous dit « Ce n'est pas parce que les choses sont inaccessibles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent inaccessibles. » Alors je voudrais dire à toutes les femmes qui sont victimes, ou qui ont été victimes, ou qui seront victimes de violences conjugales, que nous sommes là, toute notre équipe de bénévoles, pour les aider à traverser ce moment difficile qu'elles connaissent. Alors qu'elles poussent notre porte, qu'elles viennent nous voir,
qu'elles nous appellent au 59 38 58 et que nous les aiderons comme nous pourrons, comme nous devons.